أشرقت شمس التقدم ورفعت شعارنا Unité, Travail, Progrès. ملدت معي مهجتي وفؤادي وأرض أجدادي. ملدت معي بوابة العز والشموخ والأصالة وملتقى الماضي والحاضر. Tumanga hibeyama Meilo Donang tumanga hibeyama Sayo Saile Donang tumanga hibeyama Sairo Saile Donang tumanga hibeyama Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils. Toutefois qu'ils étaient verbalisent. Tous ceux qui te disent qu'ils te regretteront amèrement. Tu n'y croiras pas mais tu ne diras pas que ta mère te ment. Quand sur ton épaule couleront ses larmes et son serment, c'est fièrement que tu lèveras la tête droite devant toi. Tu marcheras et elle verra tes pas comme des adieux. Au seuil de ta porte tu croiseras le regard de ton père soucieux, rouge de haine se disant qu'il est la cause de cette peine. Tu t'en iras avec la basile en main presque vide, le cœur malade mais l'esprit habile que Cupide. Tu t'en iras avec l'espoir de revenir un jour quand tu ne sais pas, mais tu t'en vas car c'est ton jour. Pour qui tu feras ça, tu répondras maman et papa. Sur le sentier tu entendras les derniers chants des oiseaux, le doux parfum de cette forêt à laquelle tu tourneras le dos. Tu t'en iras dans ces terres, t'emmèneras loin de ta patrie sur nos terres, loin de nous qui t'aimons et près d'une passion étrangère. Sai, il fera froid là-bas mais il n'y aura plus personne. Personne parce que là-bas c'est chacun pour soi et Dieu qui donne. Rarement cette joie d'être et d'appartenir à ta race. Il n'y aura plus de place sur l'unité que tu as connue chez toi. Tu oublieras tes parents et tu penseras qu'à tes études. Avec cette attitude tu pourras ravaler ta solitude. C'est chaque tu verras pour qu'un gîte parmi les lions. Tu rédigeras des lettres que le facteur n'aura jamais. Tu ramèneras de belles photos et tu diras que tout est parfait. Tu resteras 5-6 ans jusqu'à ce qu'un jour un message t'annonce le mariage de ta sœur cadette. Tu te tiendras la tête entre les deux mains en pensant au clair de lune. Tu connaîtras l'amour.
pas celui de Fatoumata, mais celui des dîners, des fleurs, bref de Natalia. Tu voudras plus venir quand ta mère malade va souffrir. Tu vas plus répondre quand le village va t'écrire. Tu diras que tu t'en fous quand ton père va te maudire. Ainsi c'est comme ça que le fact et c'est comme on t'embête. Mais si tu savais que ta mère a perdu la vie. Sai, Donang kumanga hibeama. Sai, kumanga hibeama. Mama, donang kumanga hibeama. Meilo, donang kumanga hibeama. Donang kumanga hibeama. Mama, tumanga hibeama. Meilo, donang kumanga hibeama. Bienvenue sur Télé Tchad. Le nouveau numéro de notre émission à la découverte du Tchad a le plaisir de vous faire de la ville. La ville est aujourd'hui le chef-lieu de la région du Moyen Chari. On peut y trouver plusieurs groupes ethniques ayant les mêmes habitudes culturelles et qui font pratiquement les mêmes activités. Suivez. La région du Moyen Chari est peuplée dans sa parties du Moyen Chari, les Sarakaba, les Ngama, les Sara Madjingaï et ceux dits non-Sara que sont les Boua, les Nielim, les Daï, les Ndam, les Goula, les Tounia et les Roto. Tous présentent les mêmes caractéristiques à travers leur mode de vie. À ce jour, la région du Moyen Chari est peuplée de toutes les ethnies du Tchad. La région du Moyen Chari actuelle est née du décret de 2002 qui a la spolié d'une partie, je dirais, ce qui est devenu aujourd'hui le Mandoul. Donc pour le reste, nous en sommes une région par rapport aux limites de 2002. La région du Moyen Chari, c'est 40 469 km², situé à l'extrême sud-est du Tchad, comme vous voyez, la République centrafricaine. Nous avons le Guéra au nord. À l'ouest, nous avons le Mandoul, le Chari-Baguelmi, la Tandjilé, et à l'est, le Salamat. Cette superficie abrite une population d'environ 666 000 âmes par jour. Et sur cette base, nous avons une densité d'à peu près 16 à 17 habitants au kilomètre carré. Par rapport au découpage administratif, le Moyen Chari, 3 départements. Nous avons le Barco, capitale Sar où vous êtes, le lac Iro, avec comme chef-lieu Kiabé, et la Grande Sido Maro. Ces départements sont 18 sous-préfectures et 3 communes. Il y a une grande commune à Sar, une commune à Kiabé et une commune à Maro. L'activité principale de notre région, c'est de base de la région. Voilà en quelques mots la carte postale de cette région.
Pour le reste, nous avons sur le plan politique 25 partis politiques qui animent la vie régionale. Nous avons tant de syndicats et nous le relevons toujours comme un sentiment de fierté. C'est que dans notre région, le dialogue interreligieux est une réalité. Et tout est conforme. Et, novembre 2012, par la mise en place d'un organisme musulman chrétien qui intègre toutes les religions révélées, qui se rencontrent régulièrement, qui organise des ateliers d'échange, que la paix sociale règne dans cette région. Région frontalière avec la République centrafricaine, les autorités civiles et militaires veillent à la sécurité et ensemble Tchad ce pays. La ville de Sar, à l'origine, s'appelait Kokaga, puis Fort Archambault. C'est dans l'effervescence de la révolution culturelle de 1013 que le étant jugé colonial et la ville de Fort Archambault a été rebaptisée. Elle prend le nom de Sar, qui veut dire centre urbain. Fort Archambault est venu d'abord petit village du nom Kokaga. Et ce petit village-là était situé entre l'hôtel de chasse sur la route de Bangui, donc hôtel de chasse, et Kassai. Le nom de Kokaga, là, c'était le nom d'un petit marigot à côté. Et on avait donné, avec la révolution culturelle de 1972, c'est devenu ça. Et aujourd'hui, on continue avec le nom de Sar. La ville de Sar actuellement compte 27 quartiers. Nous avons par exemple le quartier Kassai dont j'avais fait allusion. C'était l'un des premiers quartiers et jusqu'à là, ça garde le nom de quartier Kassai. Nous avons également le quartier Paris-Sara, nous avons le quartier Bégou, nous avons le quartier. Donc, gardez, c'est le quartier Kassai. La mairie a plusieurs activités, mais les activités courantes, c'est d'abord l'enlèvement des ordures. Ça, c'est la priorité des activités de la commune. L'enlèvement des ordures, le jeu des bitumes. Et en plus de cela, nous avons les activités de recettes que la commune ne cesse pas de le faire aussi journalièrement. Notre ambition pour la ville de Sar, nous voudrons que la ville de Sar ait l'image de la ville vitrée de la capitale. On le peut aussi. Donc, nous voulons que la ville soit propre. Nous voulons que la ville soit urbanisée. Nous voulons que les problèmes des fonciers et autres qui freinent le développement cessent et qu'on trouve des solutions pour que la ville vraiment retrouve sa dignité. Et notre ambition, c'est de rendre la ville propre. Ça, on tient à cela. La ville de Sar dispose de plusieurs sites historiques, à l'exemple de ce monument implanté par les colons il y a fort longtemps. Tel que l'épicentre de l'Afrique, et nous ne disons pas que c'est le centre de l'Afrique, l'épicentre, donc ça évoque le centre de gravité, le point à partir duquel l'Afrique peut retrouver son équilibre. Et ce point se trouve donc à la sortie sud de Sar, à l'ouest de séminaire Saint-Banga-Toussidé, et à l'est du tiers de Sar. Donc ce point a été identifié par le secteur, qui a élevé donc la stèle, qui n'a pas livré tous ses secrets. Tout ce que nous avons et en témoignage, le Tchad peut rayonner son influence sur l'Afrique. À partir de ce point également, on peut également développer des activités stratégiques qui pourront permettre de développer son ouverture
sur l'Afrique orientale, l'Afrique centrale et australe. Je vais revenir dessus. Le colonisateur avait prévu, en tenant compte peut-être de cet aspect, la ville n'a pas permis de le faire, ce qui a motivé donc l'architecture de cette ville avec son urbanisation. Ensuite, nous avons, au début de l'indépendance, avec le pôle d'intégration, le hangar que l'on retrouve à l'aéroport de Sarre était donc un garage pour les possibilités de réparation des avions de Air Afrique et autres sur les longs courriers qui partiraient donc de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Tchad vers l'Afrique centrale, pour que ce soit un centre stratégique. Malheureusement, avec le développement sociopolitique du pays, ce programme a été abandonné. Bon, de nos jours, on se rend compte que l'État joue un rôle très important sur le plan stratégique. On le place comme le trait d'union entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale et forestière. Mais si vous regardez la carte de l'Afrique, la ville de Sarre, par rapport à cet épicentre, se trouve à la porte d'entrée. Beaucoup les infrastructures pour le Soudan, mais notre ouverture sur l'Afrique orientale, comme l'Ouganda, le Burundi, l'Éthiopie et le Kenya, ne peut partir qu'à partir d'ici. De plus, pour arriver jusqu'au niveau de l'Angola, de la RDC, pour entrer au sud, c'est d'ici. Le cadre de la CEMAC, tout comme de la CEAC, alors l'ouverture du Tchad ne peut se faire qu'à partir d'ici. Il suffit donc de développer des activités stratégiques pour l'avenir, des activités, des actions, des infrastructures visionnaires, et ça permettra à ce rôle. Le centre de gravité permet de maintenir l'équilibre d'un corps. Ici, l'épicentre peut contribuer également à l'équilibre de l'Afrique si des actions stratégiques partent de là. Et également, c'est des occasions, surtout, on a eu un état d'information. Si le Tchad de développer des activités stratégiques à partir de cette ville, ça permettra également d'influencer le reste de l'Afrique. Mais c'est un monument qui n'a pas dit tous ses secrets. Il appartiendra donc aux décideurs, scientifiques, autres acteurs, de mener donc des investigations, prennent mieux qu'est-ce qu'on peut faire autour de cette réalisation. En plus des monuments, le musée du chef-lieu de la région du Moyen-Chari est l'un des plus anciens, après celui de N'Djamena, la capitale. Il possède des objets d'art de l'ensemble du pays. Le rôle, l'importance des musées, les Occidentaux eux-mêmes ont créé les musées, c'est pour une raison. C'est lié même à la colonisation de l'Afrique, parce que les musées ont vu le jour pour essayer de connaître qu'est-ce qui rend l'homme nègre fort, rend l'homme nègre intelligent. C'est dû à la curiosité. Si vous voyez les pays comme les grands pays comme le Zaïre et autres ont connu beaucoup de problèmes. Ils se battent même jusqu'à nos jours pour que le patrimoine culturel, leur patrimoine culturel revienne dans leur... Et j'ai travaillé au moment où le Tchad avait tous ces objets. J'ai travaillé sur le patrimoine muséal du Congo à Tervuren, au musée royal d'Afrique centrale. Le musée est la propriété du roi. Il y a un lien très important entre la culture, la colonisation et tout. D'ailleurs, la colonisation, même par définition, c'est l'action d'enlever la culture, d'apporter changement, d'imposer sa manière de faire à l'indigène. Le Tchad a créé par décret
numéro 180 PGN du 6 octobre 1962, un décret créant les musées. Le musée de Saxe, c'est pour vous dire, c'est une arme. Quand le peuple, par exemple, la population ne maîtrise pas sa culture, vous voyez, quand on réussit à acculturer une population, c'est une forme de domination en fait. C'est une formation et ces gens ont trouvé qu'il était utile au moment où on a accédé à l'indépendance. Ils ont créé, dès le début de l'indépendance, en 1961, déjà ils ont créé le centre de recherche sur la culture, l'INSH, Placina, Drôme, et un an après, ils ont créé les musées, où le musée de N'Djamena a vu le jour et a pris même le palais de l'ancien gouverneur colonial comme bâtiment. Et c'est pour vous dire que le musée a sens. Le musée qui sont complémentaires ont leur importance. Par exemple, le dossier concernant Aouzou, nous l'avons sorti des archives, qui est au musée. Nous avons connu un blocage depuis près de 12 ans. Et c'est l'occasion de féliciter les nouvelles autorités du pays, principalement le ministre de la Culture et son directeur général du musée national de N'Djamena, qui ont organisé un séminaire de formation de renforcement de capacitaires de musée. Ils sont là depuis des années sans avoir les rudiments d'une collecte. Quand on va sur le terrain pour faire la collecte, on est en contact direct avec les détenteurs de la tradition. On évoque tout. On évoque tout avec eux. On évoque tout avec eux. Et dites-vous bien, pour collecter un objet, c'est pas aussi facile que vous. On n'achète pas un objet. On l'achète, on donne quelque chose en compte. Vous allez collecter. Vous êtes obligé d'avoir les informations. Vous remplissez un protocole d'enquête qui est un document tout à fait scientifique. Tout à fait scientifique. Un objet qui devient la propriété d'un musée et qui n'a pas ce n'est pas un objet de musée. Cet objet n'a pas sa valeur scientifique. Donc, pour avoir, par exemple, ce bic, si je viens acquérir ce bic sur le terrain et que le vrai détenteur, le type qui connaît l'histoire, qui connaît le passé de ce bic est à Maro, je suis contraint d'aller le chercher. Bien que j'ai pu avoir le bic à 100 francs ou à 200 francs, mais je suis obligé d'effectuer le voyage jusqu'à Maro pour rencontrer le type qui peut me donner la véritable information sur ce bic en question. Notre patrimoine culturel, par exemple, notre patrimoine culturel, nous l'avons, les objets que nous appelons des objets ethnographiques sont des objets qui durent depuis toujours. Nos anciens parents les ont utilisés, on continue. Ici, nous qui sommes en ville, nous sommes déjà devenus modernes, mais nos parents qui sont en dehors des grands centres urbains continuent, Dieu merci, continuent par vivre tel qu'ils vivaient il y a 100 ans. À 100 ans, à un siècle, eh bien, c'est vraiment... c'est déjà une chose parce que nos enfants, eux, ils n'ont pas la possibilité de le connaître si nous ne le collectons pas et nous leur faisons connaître que les parents ont un temps de... Commerce et d'industrie est une institution autonome administrative très importante dans le système économique du pays. Elle facilite les relations entre les commerçants et heures de commerce à résoudre certains de leurs problèmes. Le rôle essentiel de cette institution commerciale de la région du Moyen-Chari consiste, selon le président Dante. Le commerçant et le gouvernement, on est tous des complémentaires. Parce que qui dit gouvernement, qui dit les commerçants, on est en quelque sorte, on a de bonnes relations, on n'a pas de problème.
Oui, la cherté de vie, c'est tout à fait vrai. Parce que moi-même, après tout, je suis un consommateur quelque part. Mais il faut voir sur tous les paramètres. Par exemple, nous, les gens de Moyen-Chari, on est au fond du pays, on est enclavé. On fait venir des marchandises de Douala jusqu'à toutes les tracasseries possibles jusqu'à ici. Et de l'autre côté, vers Centrafrique, il n'y a pratiquement rien. Vers les, comment dirais-je, au Soudan, c'est la même chose. Donc, bon, voilà, bon, donc la vie est difficile, c'est tout à fait vrai, mais c'est un peu mondial. On a beaucoup de difficultés. On a beaucoup de difficultés. Et, par exemple, en quelque sorte, on est vraiment disqualifié 100%. On ne sait pas de quoi s'agit-il. Il n'y a aucun commerçant de localité qui a gagné un marché. Bon, c'est pas grave. Mais ceux qui gagnent au niveau de Djamena, tout est centralisé au Djamena. Ceux qui gagnent en Djamena. Même les dockers, ils n'aiment de Djamena. Vous voyez un peu. C'est l'histoire que nous, on a des petits quinqueries, où on a un peu de main-d'œuvre, et ainsi de suite. On ne voit rien. Un matin, un commerçant, un entrepreneur, il vient le matin. Je crois que nous aujourd'hui, l'administration, ils n'ont jamais été là-bas. Il vient le matin, on voit les pioches, une implantation de chantier, il commence à laborer, planter et c'est fini, il faut le cas. Donc vraiment, on déplore pour cette point-là. Il faut que quand même l'État nous pense un peu à nous. C'est pas tout est centralisé. De quelques centaines de millions, là, il faut que les gens de province aussi profitent quand même. Aidant surtout les opérateurs économiques de la région. Sur les constructions, par exemple, les bâtiments, il y a beaucoup de choses qui étaient faites, investies à SAR. Aucun opérateur économique a gagné. L'UD regorge des potentialités agro-pastorales inestimables. Cependant, dans le Moyen-Chari, l'exportation du bétail ne profite pas à l'économie de la région. Encore moi, en tant que président de la Chambre de commerce, je rappelle, cri à l'arme au président, au gouvernement de nous aider à faire au moins quelque chose pour les éleveurs et l'agriculteur. L'agriculteur, c'est mieux parce qu'ils ont déjà trouvé les tracteurs cette année. Vous, si vous avez fait un tour au marché, Dieu merci. Mais les élevages, nous, on est profité des élevages pour la transhumance. Ils sont montés vers le nord. À la fin du mois, ils vont descendre vers la région de Moyen-Chari. Ils vont aller tout droit dans les régions en Centrafrique. Et personne ne profite. C'est les pays voisins qui profitent. Pourquoi ils font ça? Parce que soi-disant que toujours il n'y a pas par vers. Les gens partent avec tous les élevages, ils vont faire leurs marchandises là-bas, les taxes seront versées là-bas, et à la saison pluvieuse, ils reviennent. Nous donnons à l'État de faire un effort que